Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes arrivés à la dernière séance de ce MOOC. Elle est consacrée à la synthèse de systèmes ramifiés et réticulés par polymérisation par étapes. Nous verrons le rôle des polyols dans la synthèse de polyester réticulé. Nous verrons aussi que les diamines peuvent réagir avec les groupes époxydes et conduire à ce que l'on appelle couramment des résines époxydes. Après cette partie de chimie, nous regarderons dans quelle mesure il est possible de calculer le degré de polymérisation moyen en nombre et comment définir un point de gel. Nous savons comment faire des polyesters en utilisant un diacide et un diol, et nous savons comment calculer les degrés de polymérisation. Remplaçons maintenant le diol par un triol, par exemple le glycérol. La première réaction entre un diacide et un triol donne une nouvelle molécule possédant une fonction acide et deux fonctions alcool. Comme précédemment, chaque fonction alcool peut réagir sur une fonction acide. La réaction des trois fonctions alcool du triol conduit donc à un point de ramification. L'introduction de monomères plurifonctionnels conduit à autant de points de ramification. Nous ne sommes donc plus en présence de molécules uniquement linéaires avec deux extrémités de chaîne. Considérons maintenant un ensemble de monomères difonctionnels représentés par les segments rouges et des monomères trifonctionnels représentés par les étoiles bleues. Chaque extrémité de segment rouge peut réagir avec l'extrémité d'un autre segment bleu. En début de réaction, on forme des molécules de masse molaire plus élevée que les monomères. On voit déjà que quelques nouvelles molécules formées présentent déjà des ramifications. Il reste bien entendu un certain nombre de monomères n'ayant pas encore réagi. Poussons la réaction un peu plus loin. Les fonctions chimiques portées par les molécules formées précédemment continuent de réagir entre elles. Les molécules sont de plus en plus ramifiées. Même s'il y a encore une grande variété de macromolécules, le degré de polymérisation moyen augmente au cours du temps. Il arrive un moment où les fonctions chimiques réagissent de façon à relier entre elles les macromolécules présentes. Celles-ci ne sont plus des entités individuelles, mais constituent un réseau. On ne peut plus remettre en forme ce polymère, car les macromolécules ne sont plus déplaçables les unes par rapport aux autres. Nous avons mis en œuvre un système thermodurcissable, car ces réactions sont souvent mises en œuvre par chauffage. Le système final est qualifié de thermodurci, même si on parle souvent de polymère thermodurcissable pour le produit fini. Abordons le cas des résines époxydes. Nombre de bricoleurs ont manipulé des cols Araldite sans savoir qu'ils mettaient en œuvre une polymérisation par étapes relativement compliquée. Regardons cette réaction de plus près. Cette réaction met en œuvre des monomères porteurs de fonction époxyde et des monomères porteurs de fonction amine. Nous avons déjà rencontré les époxydes au début de ce MOOC, quand nous avions étudié la polymérisation anionique des oxydes d'éthylène et de propylène amorcés par un alcoolate. Ici, le doublet libre de l'azote peut réagir avec le carbone polarisé delta+ du cycle époxyde, ce qui conduit à l'ouverture du cycle. L'amine primaire est devenue une amine secondaire. Celle-ci porte aussi un doublet libre qui peut encore réagir. De la même façon, le doublet libre de l'amine secondaire peut ouvrir un autre cycle époxyde. On voit que l'atome d'azote de l'amine primaire initiale est devenu un point de ramification. Globalement, l'amine primaire a réagi deux fois et l'atome d'azote a perdu ses deux atomes d'hydrogène. Dans ce cas, la stoichiométrie est définie par le nombre d'hydrogènes porté par la fonction amine. Ainsi, l'amine primaire possède deux atomes d'hydrogène qualifiés d'hydrogène actif. On voit que la mise en œuvre de monomères porteurs de plusieurs fonctions amines et de monomères porteurs de deux fonctions époxydes est requise
pour élaborer des systèmes époxydes réticulés. On utilise souvent un monomère porteur de deux fonctions époxydes issues du bisphénol A, à savoir le diglycidyléther du bisphénol A, plus connu sous son abréviation GEBA. Il peut être mis en œuvre avec une diamine, par exemple l'hexaméthylène diamine, que nous avons déjà rencontré en polycondensation. La première réaction conduit à un dimère porteur d'une amine primaire, d'une amine secondaire et d'un cycle époxyde. Chacune de ces trois fonctions peut alors réagir avec toute fonction chimique pertinente. Par exemple, le cycle époxyde peut réagir avec une nouvelle diamine. Cette réaction conduit à un trimère linéaire porteur de deux fonctions amines primaires et deux amines secondaires. De même, la réaction de la fonction amine primaire de la molécule précédente avec une autre molécule de GEBA conduit à un autre trimère linéaire avec deux fonctions époxydes terminales et deux fonctions amines secondaires. De même, la réaction de la fonction amine secondaire avec une molécule de GEBA donne un trimère avec deux cycles époxydes, une fonction amine primaire et une fonction amine tertiaire. Maintenant que la chimie est en place, intéressons-nous au calcul du degré de polymérisation moyen en nombre. Par rapport à l'approche précédente, développée avec les systèmes linéaires, il est clair qu'il n'y a plus de relation évidente entre le nombre de fonctions chimiques résiduelles et le nombre de macromolécules. Nous allons donc déterminer le nombre de molécules restantes par une autre approche. Toute réaction chimique consomme deux fonctions chimiques et fait disparaître une molécule. On entend ici par molécule toute espèce, quel que soit son degré de polymérisation, qui peut aller du monomère à la macromolécule. Le nombre de fonctions ayant réagi, c'est-à-dire la conversion, doit donc permettre de connaître le nombre de molécules ayant disparu et donc de connaître le nombre de molécules restantes. Nous allons expliciter cette approche par un cas concret avant de généraliser. Considérons un système stoichiométrique constitué de 3 moles de diacide et 2 moles de triol. Il y a donc dans le milieu 5 moles de monomère, apportant 6 équivalents acides et 6 équivalents alcool. La question est la suivante: quel peut être le degré de polymérisation moyen en nombre pour une conversion de 80%? Puisque la conversion est de 80%, nous avons consommé 6 fois 0,8 égale 4,8 équivalents acides et autant d'équivalents alcool. Nous avons donc perdu 4,8 moles de molécules de degrés de polymérisation divers. Il reste dans le milieu 5 moins 4,8 égale 0,2 mol de molécules. Les 5 moles de monomère ont conduit à 5 moles d'unités monomères insérées dans les macromolécules. Le degré de polymérisation moyen en nombre est donc simplement égal au rapport 5 sur 0,2 égale 25. On peut généraliser cette approche de la façon suivante. Considérons N1 mol d'un monomère noté AF, porteur de F fonction A, et N2 mol d'un monomère BG, porteur de G fonction B. Plaçons-nous à la stoichiométrie. Il faut donc que le produit N1 fois F soit égal au produit N2 fois G. Pour une conversion P donnée, N1FP plus N2GP équivalent auront réagi.
Il y aura donc la moitié de cette quantité qui aura disparu. Il restera donc dans le milieu la différence, soit N1 plus N2 moins 1 demi de N1FP plus N2GP macromolécules. On en déduit facilement le degré de polymérisation moyen en nombre par le rapport du nombre d'unités monomères N1 plus N2 sur le nombre de macromolécules. À cette étape du calcul, il est commode de faire apparaître la fonctionnalité moyenne des monomères définie de la même façon. F bar égale nombre de fonctions sur le nombre de monomères. Par exemple, dans l'exemple numérique précédent, f bar est égal à 6 plus 6 divisé par 5, soit f bar égale 2,4. On arrive donc à la formule suivante. Xn égale 1 sur 1 moins f bar sur 2 fois P. Il est possible de tracer la variation du degré de polymérisation avec la conversion. Un examen préalable de cette relation montre que la valeur de Xn diverge quand la conversion P tend vers 2 sur f bar. Dans ce cas, le degré de polymérisation moyen en nombre tend vers l'infini. En réalité, le système évolue vers une macromolécule unique de degré de polymérisation égal au nombre de molécules de monomères mises en œuvre initialement. On peut ainsi définir un point de gel théorique correspondant à la conversion limite P égale 2 sur f bar. Cette définition ne correspond pas exactement à la réalité mécanique. On peut aussi concevoir le point de gel comme le moment où le système est bloqué pour cause de viscosité trop élevée. Cela peut être dû à l'apparition dans le milieu de macromolécules fortement ramifiées et de masse molaire très élevée. Leur nombre, autrement dit leur fraction molaire, peut être faible, mais leur fraction massique devient élevée. Dans ce cas, le point de gel n'est plus défini comme la divergence du degré de polymérisation moyen en nombre, mais par la divergence du degré de polymérisation moyen en masse, XW. Ce point de gel apparaît avant le point de gel défini auparavant. En pratique, le point de gel se placera souvent entre ces deux valeurs limites. Nous terminons ce MOOC ABC polymère sur la chimie des polymères, sur ces notions de point de gel par polymérisation par étapes. Nous avons pu sentir les semaines défiler à une vitesse incroyable pour nous. Nous espérons que vous avez eu le temps de travailler sereinement au cours de ces 10 semaines et que vous avez pu comprendre et vous approprier les nombreuses notions qui ont été abordées. Ce MOOC va rester en ligne quelques semaines encore, au cours desquelles vous pourrez continuer à poser des questions sur ce forum. Nous espérons que cet enseignement vous a plu et nous vous donnons rendez-vous pour un MOOC prochain qui traitera des propriétés des polymères. Ce MOOC verra le jour dans quelques mois. À bientôt.